Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le cinéma a fait de vous un compositeur dans la note. À toutes les partitions que vous avez signées, vous en ajoutez une, celle de votre vie, à travers vos mémoires. Bonjour Vladimir Cosma. Bonjour Jacques. Alors, bonjour. Mes mémoires du rêve à la réalité, justement. C'est vos mémoires qui paraissent chez Plomb. Et en lisant ce livre, on s'aperçoit que finalement, toutes les grandes musiques de films de ces dernières années, de ces 30 dernières années, bah c'est vous, Vladimir Cosma. Écoutez, pas tous les films, mais beaucoup de grands films et des films qui ont marqué et qui ont fait la joie de ceux qui les ont regardés. Rabbi Jacob. Mais on va en parler justement à travers ce livre, qui sont des mémoires très importantes, puisqu'il y a plusieurs centaines de pages, enfin, c'est un livre imposant, et finalement, le principe des clés d'une vie, c'est toujours plus que jamais de vous interviewer à partir des dates clés, dont j'en ai trouvé certaines, et on va apprendre d'ailleurs des choses sur vous, parce qu'il y a des films que vous n'avez pas signés. Par exemple, celui-ci, le 8 mars 1967. Nous voyageons de ville en ville, nous représentons des motos, des bicyclettes et des bateaux, la route est notre domicile. Les Demoiselles de Rochefort, et vous avez collaboré aux Demoiselles de Rochefort. Écoutez, j'ai collaboré plusieurs années avec Michel Legrand. Je ne voulais pas citer les noms pour lesquels j'ai collaboré parce que j'étais en titre d'assistant de Michel Legrand, mais parmi les films, il y avait évidemment les Demoiselles de Rochefort. Je le cite maintenant parce que les journalistes m'en parlent toujours, puisque c'est publié sur Internet, etc. Donc maintenant, je peux le dire. Oui. Mais c'était pas dans mon intention première. Oui, en même temps, les Demoiselles de Rochefort, au départ, ça devait être les Demoiselles de Hyères, ça devait se passer à Hyères, et finalement, il n'y a pas eu d'accord avec la ville, et ça s'est passé à Rochefort, où il y a aujourd'hui des statues, d'ailleurs, des Demoiselles de Rochefort. Oui, c'est... Alors, il se trouve qu'effectivement, Michel Legrand a été un des premiers à repérer votre talent, Vladimir Cosma. C'est vrai que c'est le premier qui m'a demandé de collaborer avec. Il a repéré mon talent puisque je suis allé le chercher. Je connaissais depuis ma première jeunesse en Roumanie, où j'écoutais ces merveilleux disques d'arrangement qu'il avait fait sur les grandes villes, sur Paris, sur Vienne, ou sur tout ça. Et je l'appréciais énormément, surtout comme arrangeur qu'il était. Et il a renouvelé la notion d'arrangement dans la musique de variété. Il a donné les titres de noblesse à cet art. Et on sent dans ces arrangements que Ravel, Debussy, tout ça sont passés par là. Alors, la musique symphonique aussi, vous en êtes imprégné, Vladimir Cosma, et c'est, je crois, votre oncle qui vous a fait découvrir en Roumanie cette musique. Oui, mon oncle était un grand chef d'orchestre en Roumanie, et quand j'étais petit, depuis l'âge de 4-5 ans, je fréquentais les répétitions des grands orchestres, et j'écoutais les chefs-d'œuvre du répertoire classique. Et un jour, j'étais émerveillé en écoutant la Scheherazade de Rimsky-Korsakov, parce que tout d'un coup, je sortais des éternelles symphonies de Haydn ou de Mozart qu'on écoutait tout le temps, et dont j'étais un tout petit peu ennuyé étant petit. Et puis je découvre cette musique merveilleuse, la Scheherazade, où il y avait des couleurs, il y avait des harmonies, on sentait Ravel, Debussy, mais encore mieux, on sentait l'âme slave, l'âme russe dans cette musique merveilleuse de Rimsky-Korsakov. Donc ça veut dire, Vladimir Cosma, que la musique, dès votre enfance, vous en avez été imprégné, c'est peut-être pour ça que vous êtes devenu compositeur. Oui, absolument. De toute façon, c'était difficile pour moi d'imaginer autre chose, puisque je suis né dans une famille où presque tout le monde était musicien. Mon père, chef d'orchestre, ma mère aussi, musicienne. Et mon oncle, on vient de le dire, ma grand-mère était élève du grand Ferruccio Busoni, le grand compositeur et pianiste. Et donc, depuis que j'étais petit, j'étais condamné à être musicien moi-même. Et votre père a dirigé de nombreuses formations. Je crois qu'il a même créé une formation qui est un duo à la manière de Wiener et Doucet, qui étaient des grands musiciens de la première partie du XXe siècle. Oui, mon père était le seul élève de piano de Jean Wiener. Il a fréquenté Jean Wiener dans les années 20, 25,
où il était à Paris. Je parle de mon père. Il avait fait le lycée à Janson de Sailly à Paris et il voulait rester en France. Il était d'ailleurs établi avec ma mère ici à Paris. Quand la guerre a éclaté en 1939, et il est allé à l'enterrement de son père qui venait de mourir. Et puis la guerre a éclaté, les frontières sont fermées et il est resté toute sa vie jusqu'à notre départ en Roumanie. Et il a mené une belle carrière en Roumanie de chef d'orchestre. C'était le chef d'orchestre de l'orchestre d'État Electric Cord de Roumanie. Et voilà, nous sommes devenus nous avons vécu toute cette période communiste en Roumanie. Et voilà, c'est pas pour autant qu'on est devenus des anticommunistes. C'est autre chose. Voilà, ça c'est un autre débat. Jean Wiener, vous en parlez parce que dans votre livre, Vladimir Cosma, parce que justement, il a été un des premiers à vous écouter et à croire en vous aussi, quand vous étiez très très jeune. Oui, la première personne que j'ai vue en venant à Paris, c'était Jean Wiener, que mon père connaissait. Et il m'a amené chez lui, Wiener m'a rencontré. Il m'a demandé de lui jouer des compositions, des airs au piano. Et puis il a dit à mon père, je le cite, « Mais ton fils, c'est la musique même. » Voilà, donc c'est qu'il aimait un peu ce que je faisais. Et je suis venu, je voulais écouter ces musiques, puisque Jean Wiener, c'était un grand compositeur, il avait fait 300 musiques de films, entre autres, mais on ne les connaissait pas en dehors d'une ou deux musiques. Le Grisby, etc. Mais sinon, je lui dis, mais maître, j'aimerais beaucoup écouter vos musiques. Comment est-ce qu'on peut faire pour les entendre? Il me dit, écoutez, c'est très difficile parce que, tu vois, mes musiques sont mortes, me dit-il, dans des boîtes en fer. Et il me montre en haut de sa bibliothèque des boîtes en fer où les musiques étaient avec les films enfermées pour toujours. Donc, à l'époque, Wiener n'a pas eu la chance, en tant que compositeur, d'être diffusé, d'avoir des disques, D'ailleurs, maintenant aussi, c'est très difficile de trouver des musiques de Wiener sur disque et d'autres compositeurs de cette époque. En plus, je crois qu'il avait des pianos, il avait 2 pianos dans 2 maisons différentes et que vous en profitiez, Vladimir Cosma. Oui, ça vous arrivait au point. Quand j'ai commencé à écrire de la musique, nous vivions dans un hôtel de réfugiés à Levallois et j'avais pas de piano pour composer, etc. Alors Wiener m'a gentiment proposé de venir chez lui et le matin, il était toujours rue Pigalle, où il habitait chez sa maîtresse, qui est devenue une sorte de femme, puisqu'il a fait, sa fille Elisabeth est faite avec cette maîtresse, une grande monteuse de cinéma, et il dormait chez elle, mais à midi, il venait chez lui, rue de la Trémoille, où il y avait sa femme. Voilà. Sa femme. Et donc, à ce moment-là, moi, je partais rue Pigalle pour retrouver son super Steinway, alors qu'en la rue de la Trémoille, il avait un Pleyel. Et voilà, je faisais comme ça, on se croisait en allant et en revenant, vu l'activité de Jean Wiener. Il arrivait à vivre entre sa femme et sa maîtresse. J'ai connu un journaliste comme ça, alors il achetait les cadeaux en double, un pour sa femme, pour sa maîtresse, et ça marchait pendant des années. Ça doit être le genre de Wiener, parce qu'il était très généreux en tout, et je suppose qu'avec ses femmes et ses maîtresses, c'était la même chose. Votre première chanson, on la connaît pas, ça s'appelle « Sache que tu mens », et vous aviez 15 ans, je crois. J'avais 15 ans quand j'ai composé cette musique. C'est peut-être ma première musique vraiment diffusée, etc., qui a eu un énorme succès en Roumanie. Elle était jouée dans toutes les places publiques, dans les jardins publics, par tout ça. Ça a été un énorme succès. À 15 ans quand même. Oui, à 15 ans. Ce qui fait que, et ça a duré ce succès, ce qui fait que quand je suis venu en France en partant de Roumanie, il m'est venu en tête que cette musique méritait d'être ressortie, parce que si elle a fait ses preuves, quoi, elle a fait son succès en Roumanie, elle pourrait faire la même chose en France.
Et j'ai commencé à essayer, avec Jean Dréjac ou des grands paroliers, etc., de faire une chanson pour la présenter, pour la faire chanter ici. Et on n'arrivait pas. C'était le bide partout. Alors, quand j'ai fait ma première musique de film, qui n'est pas la première officielle musique de film, parce que je nomme ma première musique de film Alexandre le Bienheureux. On va en film parler, oui. Alors que avant Alexandre, j'avais fait la musique de Maldon, un film de Serge Gobi, mais qui était moins représentatif, donc je lui ai pas donné le titre de première musique de film, mais alors que c'était la première. Donc, elle était faite à peu près en même temps. Dans ce film-là, Maldon, donc, j'ai décidé de réintroduire la chanson qui a eu un grand succès en Roumanie, en me disant, voilà, c'est le moment de lui donner une place et une possibilité encore de devenir un succès. Et j'ai enregistré cette chanson avec cette musique avec Christiane Legrand, la sœur de Michel Legrand, sans paroles, instrumentale et avec une voix, sa voix qui était merveilleuse. Et à ce moment-là, j'ai reçu, alors que j'étais en train d'enregistrer le restant de la musique du film, j'ai reçu un coup de téléphone d'un parolier de l'époque très à la mode, qui s'appelait André Salvé, Oui. et qui me dit, écoutez, j'ai entendu votre musique, je la trouve merveilleuse, et je trouve que ça serait formidable d'en faire une chanson avec des paroles. Je ferai les paroles, et cette musique sera lancé en même temps qu'un nouveau journal qui s'appellera Un jour. Oui. Et et votre musique sera ensemble avec ça, et je ferai les paroles qui seront chantées par une nouvelle chanteuse lancée par Johnny Stark, qui a lancé Mireille Mathieu. Donc la fille s'appelle Martine Beaujou. Oui. Et voilà, donc il y aura le journal, votre musique et le film qui sortiront en même temps. Ça va être une association d'événements qui risque de faire un... Bon, alors je lui dis, écoutez, d'accord, mais je ne veux pas une chanson avec Martine Beaujou dans le film. Bon, si vous voulez faire une chanson en dehors du film, vous pouvez le faire, je vous donne mon accord, mais dans le film, je veux garder la voix seule avec Christiane Legrand, etc. Bon, donc il fait les paroles de cette chanson d'Un jour, qui est chantée pas mal du tout par Martine Beaujou, protégée de Johnny Stark. Le film sort un bide noir, au bout d'une semaine, c'était fini. Le journal, 2 semaines a tenu, et après c'était complètement fini. Quant à la fille, à la Martine Beaujou, elle n'a rien fait du tout, ça n'a pas marché. Donc ça a été une espèce de malédiction qui a été instaurée sur cette musique, qui n'a été réparée qu'il y a 2-3 ans, comme j'écris dans le livre, parce que je raconte en détail l'histoire. Il y a 2-3 ans, un groupe américain extrêmement connu qui s'appelle Logic, je ne sais pas comment ils ont trouvé cette musique que j'avais fait 60 ans avant, et ils ont fait c'est des disc jockeys, vous voyez, ils ont rappé dessus, et la musique est en fond pendant toute la chanson, et ça a enfin explosé, et depuis 2 ans, c'est une chanson qui fait le tour du monde, exactement comme elle était il y a 60 ans, mais dans d'autres conditions. Vous voyez qu'une chose peut arriver, une belle musique, une belle chanson peut exister, même si on croit qu'elle est morte. Voilà, et vous continuez aussi à créer des musiques, et la première a été très importante, vous l'avez cité, on en parle avec une autre date, le 9 février 1968. A tout de suite sur Sud Radio avec Vladimir Cosma. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Vladimir Cosma, vos mémoires du rêve à réalité sorti chez Plomb, un livre de près de 500 pages parce que vous avez un parcours incroyable. Et comme vous l'avez dit il y a quelques instants, votre parcours, il a vraiment démarré le 9 février 1968 avec cette musique de film. L'oiseau dans la clairière, la clairière. Alexandre le Bienheureux, c'est vraiment le cadeau de Michel Legrand à Yves Robert. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la musique devait être écrite par Michel Legrand, qui avait fait la précédente musique d'Yves Robert. Et en fait, c'était moi qui
qui avait participé à cette précédente musique. Sans être cité. Sans être cité. Mais Yves Robert m'avait repéré. Et quand il a appelé Yves Robert quand il a appelé Michel Legrand pour lui proposer la musique d'Alexandre le Bienheureux, Legrand lui a dit: mais mon cher Yves, je ne peux pas la faire, je pars après-demain à Los Angeles et malheureusement je ne peux pas faire la musique. Bon, alors Yves Robert était un peu déçu et il lui dit: mais le jeune qui était avec toi, est-ce que lui, il pourrait pas le faire? Non, lui il part avec moi parce que je devais partir avec Legrand, on devait partir tous les deux en Amérique. Bon, en écoutant ça, il raccroche. En écoutant ça, moi, mon cœur, il explose. Je me suis dit: ah là, je pourrais faire une musique enfin à mon nom, oui. Et complètement. Et je dis à Legrand, je lui dis: mais écoutez Michel, est-ce que je ne pourrais pas rester encore 2-3 mois pour que je fasse cette musique et après je viens à Los Angeles? Je dis: mais non, vous ne pouvez pas venir après, c'est maintenant qu'il faut faire. Bon. J'insiste comme un malade pour lui dire: mais écoutez, je reviendrai, je le ferai. Bon, et à la fin, j'arrive à le convaincre, il prend le téléphone et il rappelle Yves Robert, il dit: mon cher Yves, voilà, j'ai un grand cadeau pour toi. Tu as un crayon, un papier, marque 15 rue Jean-Jacques Rousseau, Paris 1er, Vladimir Cosma. C'est le nom du jeune que tu m'as demandé et tu peux le joindre si tu veux. Alors justement, ce qui est étonnant avec Yves Robert, qui est un grand metteur en scène, c'est qu'à chaque fois, pour vous présenter son film, il écrivait des lettres de 15 pages. Oui, des lettres très inspirantes où il voulait me donner des idées, des choses. Les idées, il me les donnait pas parce que c'était pas un compositeur, musicien, etc. Mais il me racontait des choses quand j'ai fait la musique de La gloire de mon père ou les films de Pagnol ou d'autres choses. Il me raconter le film en quelques pages à sa manière, en me parlant de musiciens, de Debussy, de Magnard, de Ravel, de tout ça. Et de tout ça, il m'inspirait parce que il y avait quelque chose qui ressortait, même si je faisais quelque chose de complètement différent. Ce qu'il disait avec sa gentillesse et sa connaissance de musicien en plus, parce qu'il était pas seulement un acteur et un metteur en scène. Un metteur en scène, mais il était aussi musicien dans l'âme, et même il a remplacé dans les Frères Jacques, à un moment donné, il faisait un des Frères Jacques. À la Rose Rouge, dans un cabaret parisien. Bon, donc, il était quelqu'un qui connaissait bien le métier et il savait apprécier les choses. Et Yves Robert, son premier film qui l'a vraiment lancé, c'est un film auquel personne ne croyait. Il avait pris tous les risques. C'était La guerre des boutons avec Petit Gibus. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Qui a été le point de départ et qui a lancé vraiment une génération d'enfants. Petit Gibus est devenu peintre ensuite. Voilà. Oui, voilà. Alors, il a fallu quelquefois vous battre pour certaines musiques, Vladimir Cosma. Pour beaucoup de musique, notamment celle-ci. Le Grand Blanc avec les chaussures noires, tout le monde connaît, sauf que vous racontez dans votre livre la première projection qui a été cataclysmique. La première projection privée qui était pour une cinquantaine de personnes qui avaient travaillé sur le film. Il y avait Seydoux, il y avait Monsieur Poiret, il y avait tout ça. Et les producteurs, oui. Et puis, il y avait Francis Weber, qui était scénariste et dialoguiste. Bon, inutile de vous dire que le film était une comédie, que les gens avaient vu par bribes, etc. Personne ne riait. Tout le monde se regardait, voir la réaction de son voisin. Et la projection était assez mauvaise. Et à la fin de la projection, je vois quelqu'un qui se lève, et il dit: mais écoutez, qu'est-ce que c'est que c'est une catastrophe? Qu'est-ce que c'est de cette musique? Qu'est-ce qu'elle vient foutre, cette musique? On dirait un mariage juif, alors que c'est un mariage gitan, je sais pas quoi, mais la musique, elle est très encombrante, elle prend le pas sur le texte, etc. Elle tue le comique du film. C'était Francis Weber qui ne savait pas que j'avais fait cette musique-là et qui avait pressenti, lui, dans le scénario, une musique genre James Bond, un pastiche de James Bond,
auquel je me suis opposé parce que je me suis promis de ne jamais faire de pastiche. Vous savez, dans les comédies, on avait l'habitude de se moquer de la musique, de faire des pastiches, des à la manière d'eux, des choses comme ça. Pour moi, la musique d'un film, même d'une comédie, est une chose très sérieuse, doit avoir sa personnalité. Elle ne doit être sûrement pas comique. Et voilà, elle a la rigueur, elle peut être même triste, puisque vous voyez, toutes mes musiques de comédie sont en mode mineur. Elles ne sont pas en majeur, qui est le mode sur lequel les compositeurs s'expriment quand il s'agit d'une comédie. Bon, je trouve que le mode mineur donne une profondeur, une humanité au personnage dont la comédie a besoin. Et donc, vous savez, quand on dit à un producteur comme Alain Poiré que la musique tue la musique tue le comique du film, c'est très grave. Je suis rentré chez moi, j'ai pas dormi de la nuit, et puis je m'attendais le lendemain qu'Yves Robert m'appelle, me dire il faut faire une autre musique ou quelque chose comme ça. Effectivement, le lendemain, Yves Robert m'appelle, il me dit Vladimir, tu as vu la réaction de Francis Weber, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, j'en pense qu'il connaît rien à la musique et qu'il pense qu'à son texte, que la musique tue le comique. Au contraire, la musique renforce ce comique, l'humanité du personnage, etc. Il m'a dit, alors, tu changerais quelque chose, toi, tu ferais quelque... J'ai dit, écoute, si tu veux, c'est à toi de décider. Si tu veux une musique, un pastiche de James Bond, en 2 heures, tu l'as. Je viens avec une guitare électrique, quelques musiciens, et je l'enregistre sans aucun problème. Mais je n'aurai jamais cette possibilité de faire entendre cette musique qui est très originale et qui est inégalable pour ce film. Donc tu garderais la musique telle qu'elle est sans changer. Moi, si tu me demandes mon avis, je ne changerai pas une seule note. C'est ce qu'il a fait. Il a fait, il m'a dit, bon, fais ce que tu veux. Et on voit le résultat. Voilà. Ça ne vous a pas empêché de travailler avec Francis Weber, notamment sur ce film? La Chèvre, premier grand film de Weber à avoir du succès, et on ne sait pas, beaucoup de gens ne savent pas que vous êtes le compositeur de la musique, Vladimir Cosma. Et voilà, ils l'apprennent maintenant grâce à votre émission et grâce à mon livre. Mais il y en a qui le savent quand même. Ouais, mais en même temps, là aussi, il ne voulait pas de cette musique au départ. Il hésitait à prendre cette musique. Écoutez, Francis Weber a toujours, à partir du Jouet, qui était sa première musique de film, et où j'ai eu complètement la paix, et où il a aimé la musique, enfin, il a aimé, il n'a pas discuté, pas de commentaires, donc ça allait. Mais après, il a commencé de plus en plus à se prendre la tête, puisque c'était un homme qui avait un talent énorme. Il l'a toujours, d'ailleurs. Il l'a toujours, et il avait un succès aussi énorme. Et son succès était synonyme de box-office. Donc, il était à la recherche d'un succès plus grand que le précédent. Donc, il était insatiable. Il avait la crainte de ne pas arriver à ce qu'il veut. Alors, il voulait toujours changer les choses. Et qu'est-ce qui pouvait changer ? Ou la musique, ou le titre du film, ou quelque chose qui était fait après le tournage, puisque le film tournait, il était fait après, il y a encore des mois de montage, de ci, de ça, et ça, c'était très, très difficile avec lui, et pour lui, il souffrait, parce que c'était... Il voulait arriver à faire quelque chose. Il a toujours souffert. Il m'a toujours raconté, Francis Weber, que quand il écrivait ses scénarios, il écrivait le matin d'une demi-heure d'une écriture totalement illisible, sauf pour sa femme. Petite. Et après, voilà. Et après, il y avait le kinésie qui venait parce qu'il était épuisé par la souffrance de l'écriture. Oui, c'est vrai. Mais alors, cette souffrance, il la transmettait aussi à ses collaborateurs et à moi en particulier, aux acteurs, etc. Vous savez, j'ai assisté à une scène, je ne sais pas si c'est Dîner de con ou un autre, où j'arrivais le matin pour parler avec lui, je voyais qu'il répétait une scène, et bon, je partais pour les laisser travailler, et puis j'arrivais le soir, et c'était la même scène qui continuait de travailler. Est-ce que tu pourrais pas là, ne pas dire qu'est-ce que tu fais, mais comment tu fais l'accent sur tel mot, sur tel... C'était terrible. Alors, vous avez été beaucoup plus rapide, vous avez fait beaucoup de musique, et il y en a une qui est importante, on l'évoque à travers une autre date, le 3 mars 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Vladimir Cosma.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Vladimir Cosma, mes mémoires, qui sont sortis, vos mémoires plutôt chez Plomb, du rêve à reality bien sûr, on en parlera, c'est la boum. Et le 3 mars 1984 est un soir important pour vous, car vous êtes récompensé grâce à cette musique de film. Le bal de Ettore Scola, d'ailleurs, qui vient de ressortir et qui vous a valu un César. Voilà. Et c'est un César de la musique. Ce soir-là, le film a remporté plusieurs trophées. Et les Césars, ça a toujours été une aventure pour vous, une angoisse de plus. Parce que je suis pas un compositeur qui a écrit des musiques césarisables. Parce que les Césars sont attribués la plupart du temps à des films pseudo-intellectuels un peu sérieux, quoi. Or, moi, j'étais le champion, si je peux dire ça, des comédies à la française, des films un peu plus légers en apparence, mais qui n'avaient pas la grâce pour les Césars. J'ai été nominé, comme on dit, ou nommé, voilà. J'ai été nommé pour beaucoup de films, La gloire de mon père, pour La boum, j'ai été nommé pour L'animal, pour plein de comédies, mais je l'ai jamais eu jusqu'au jour où est arrivé Diva. Oui. C'est-à-dire que après Diva, qui était un film nouveau d'un jeune metteur en scène, etc., complètement dans un genre différent, un peu pseudo-intellectualisant, etc. Mais je suis pas allé à la cérémonie des Césars pour Diva, parce que je me suis dit, je vais pas la voir, quoi. Je vais pas. Il y avait Morricone qui était nommé pour Le Professionnel, il y avait Michel Legrand et Francis Lay pour un autre film, il y avait Philippe Sard qui était nommé pour L'Ours. Moi, avec Diva, c'est rien du tout. Oui, cette musique, on l'écoute et elle montre que vous avez quand même une chance d'avoir un César. Eh ben, vous l'avez eu, ce César. Et l'enregistrement a été difficile parce que l'interprète voulait que vous dirigiez l'orchestre, Vladimir Cosma. C'est-à-dire que j'ai fait travailler cette chanteuse que j'ai trouvée moi-même à New York, dans des conservatoires. Il fallait une chanteuse noire, belle, etc., qui était pressentie et qu'on cherchait. Il y a Jessie Norman qui devait chanter, il y avait Barbara Hendricks, etc., mais elles ont toutes refusé. Et alors, il fallait trouver en urgence une chanteuse. J'ai trouvé, et on s'est trouvé à Londres en plein mois d'août pour enregistrer l'air de l'opéra, du film. Et j'avais engagé un chef d'orchestre de l'opéra, Gérard Parmentier, pour travailler avec elle. Et ils ont travaillé 1 mois et demi, et puis pour l'enregistrement, j'ai pensé que ça serait bien que lui, il dirige l'orchestre, etc. Bon. Alors, on enregistre ça en une fois, c'était très bien. Elle vient dans la cabine, la chanteuse, il dit « Oui, non, je suis pas contente, c'est pas très bien, tout ça, bon, il faut la refaire. » Bon, ben, j'ai dit « Je trouve ça bien, mais enfin, si vous voulez la refaire, on la refait. » Bon, ils y vont de nouveau dans la salle, ils la refont pour la 2e fois, de nouveau le même topo, quoi. Elle dit « Je suis pas contente, ça peut être mieux, c'est pas ça. » Bon, ils le refont une 2e fois, donc ils refont une 3e fois, et là, elle vient dans la salle en pleurant, elle se jette dans mes bras. « Je veux que ça soit vous qui dirigiez, maître, parce que je sens... » J'ai dit « Mais écoutez, tu as travaillé depuis 1 mois et demi avec Gérard, je ne peux pas lui faire ça. » Alors Parmentier, qui est très modeste, il me dit « Mais écoutez, si elle veut que vous fassiez comme ça, vous allez vous diriger, et c'est tout. » Bon, je dirige, on fait l'opéra, on fait la scène, qui était ni mieux ni moins bien qu'avant, mais elle était en extase. Toute l'orchestre à Londres s'est levé, a applaudi tellement, il considérait ça merveilleux. Et voilà, c'est la version qui est dans le film et qui est restée à jamais... dans le film. Alors, il se trouve que Benex, c'était son premier film, vous l'avez découvert, vous aimez donner leur chance à de jeunes metteurs en scène, et Benex, ça a été une aventure, ce film, personne n'en voulait. Vous avez vu tous les comédiens défiler.
Oui, pendant plus de 6 mois, 8 mois, il y avait Patrick Devers qui devait jouer le rôle du postier, il y avait Michel Piccoli qui devait jouer à la place de Bollinger, tout ça. Metteur en scène, il y avait Yves Boisset qui était pressenti, Molinaro, et tout le monde se défilait. Personne n'a voulu faire jusqu'au jour où Benex, qui voulait faire son premier film, il voyait les producteurs, il voit les Hilberman, il leur propose son premier scénario. Eux, ils refusent et ils disent, mais écoutez, nous voulons pas produire votre film, mais on a quelque chose à vous proposer. Si vous voulez mettre en scène, on a un petit polar qui est absolument génial, et si vous voulez le mettre en scène, on est d'accord. Et c'était Diva. C'était Diva. Il faut savoir ensuite, et j'avais reçu avant sa disparition Jean-Jacques Benex à ce micro, qui m'avait dit, ensuite j'ai eu beaucoup de propositions d'Hollywood, j'ai refusé et j'ai eu tort parce que j'aurais sans doute fait une autre carrière. Et puis il y a une chanson aussi qui est dans la mémoire collective, et cette chanson, vous n'auriez pas dû la composer au départ. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Le nombre de couples qui sont nés sur Reality, Vladimir Cosma, on ne les compte pas. Hein. Voilà, oui. Et au départ, la boum, c'était pas pour vous, c'était pour Michel Polnareff. Écoutez, au tout départ, c'était ni pour Polnareff ni pour moi, c'était pour Billy Joel, puisque les producteurs du film et les metteurs en scène voulaient faire la boum avec des musiques préexistantes, avec des succès de l'époque, dont Honesty à la place de Reality. D'où le titre un peu qui finit avec Annie, comme ça. Mais il n'y a que ça qui lie les choses. Et donc après, ils ont vu que le prix des chansons coûtait tellement cher qu'il leur était impossible, et ils sont arrivés vers Polnareff. Polnareff a commencé à travailler sur la musique, mais problèmes fiscaux, procédures, je disais, il est obligé de partir en Amérique. Il part à Los Angeles. Il envoie des musiques par la poste qui ne convainquent pas Pinotto, qui voulait avoir un collaborateur près de lui travailler, et qui me demande, moi, de faire la musique. Et voilà comment je suis arrivé sur ce film, pour lequel je n'étais pas prédestiné ni concrètement par le metteur en scène, ni par le style, parce que je n'avais pas fait de chansons de danse. Je n'étais pas un connaisseur de musique de boîte de nuit et comme ça, donc j'ai dû faire mon apprentissage musical dans ce domaine à l'occasion du film La Boum. Et puis il a fallu trouver un jeune chanteur inconnu, vous y teniez, Vladimir Cosma, et ça a été Richard Sanderson. Oui, ça a été une longue quête, puisque je voulais que le chanteur ait plusieurs caractéristiques. D'une part, il fallait qu'il soit pas mal physiquement, qu'il soit un garçon, qui n'ait pas trop de voix. Je voulais pas un chanteur à voix, un crooner qui en fasse des tonnes. Je voulais une voix qui soit la voix de Sophie Marceau, dont elle rêve, comme si c'était son rêve d'enfant, son amoureux, etc. Donc je voulais une voix que le public ne connaît pas, qui se dise pas « Ah tiens, c'est Johnny Hallyday qui chante » ou « C'est un tel qui chante » ou « Demis Roussos », etc. Donc je me suis mis pendant plus de 8 mois à chercher un chanteur, avec quelqu'un qui me présentait toutes les semaines des cassettes de chanteurs faisant des maquettes sur ma musique. Je ne trouvais pas. Il n'y avait rien de convaincant dans ce qu'il me présentait, jusqu'au jour où il m'apporte une cassette qui me semblait très bien, qui était chantée par un chanteur américain qui s'appelle Michael Franks, chanteur jeune qui avait les caractéristiques que je voulais, une voix très 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 subtile, voilà. Donc j'étais en pourparlers avec lui. Il m'a fait même une maquette de la chanson qui était parfaite, sauf que Michael Franks était sous contrat chez Warner, donc l'engager, c'était en fait se vendre, se donner aux Américains, comme sur le plan financier, etc. Personne n'était absolument satisfait par cette solution. Alors, un des derniers jours d'audition de cassette, la personne qui les cherchait vient avec une cassette, je dis voilà, écoute ça. Et il me met
une nouvelle voix qui était exactement ce que je cherchais depuis 8 mois. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est très bien. Il me dit, c'est un chanteur anglais, mais qui est à Paris. Je peux te l'avoir cet après-midi. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, il était à Levallois. Il s'appelle Richard Sanderson. Il a fait quelques chœurs et tout ça, mais si ça t'intéresse, je peux te l'amener cet après-midi. Il me l'amène l'après-midi et j'ai la révélation que c'était le chanteur qu'il me fallait. C'était exactement... Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à la boum. Alors, il se trouve qu'au départ, on le sait peu. Bon, bien sûr, aujourd'hui, dès qu'il y a une boum, les parents pensent à Brigitte Fossé et Claude Brasseur, et vont dans une pièce à côté. Mais au départ, le film n'a pas marché tout de suite, Vladimir Cosma. Non. Pendant plusieurs semaines, le film n'a pas marché. Les salles étaient vides. Je me rappelle au cinéma de Paris, on était avec Pinotto, avec Monsieur Poiret et tout ça, et on regardait, il y avait personne dans la salle. Alors on disait oui, mais c'est pas encore le moment, etc. Mais on regardait en face au Colisée, il y avait la queue pour Je vous aime. C'était un film de Claude Berri, donc c'était pas vraiment la raison. Mais le film ne marchait pas, mais la chanson a commencé à cartonner tout de suite. C'est-à-dire quand j'ai réussi à la faire passer sur RTL, grâce à un concours de circonstances un peu complexe, mais enfin j'ai réussi à la faire passer pas en comité d'écoute puisque tout le monde l'avait refusé et il disait écoutez, une chanson en anglais par Cosma, tout ça c'est pas exactement très... Il préférait passer des Rolling Stones ou des choses comme ça. Et donc à ce moment-là, Drucker m'a proposé de m'inviter dans une de ses émissions où l'inconnu, je ne sais pas comment ça s'appelait exactement, c'est l'inconnu, en fait, on vous enfermait dans un camion et votre voix était déformée et le public devait trouver qui vous êtes. Il me dit, si Vladimir Cosma veut participer à cette émission, il a la possibilité de passer la musique qu'il veut de lui. Il peut passer la musique de la boum. Donc j'ai fait ça, j'ai passé la musique à cette occasion-là. Et puis le lendemain, je faisais l'émission de Labro, toujours sur RTL, où il m'a dit, là aussi, il peut choisir une musique et il peut le passer, mais une fois dans sa propre émission. Donc le lendemain, j'ai fait l'émission de Labro. C'était un vendredi, j'ai passé la boum et les standards de RTL ont explosé. Il y avait des centaines des coups de téléphone qui étaient donnés pour demander qu'est-ce que c'est que cette musique. Et le lendemain, tous les magasins étaient dévalisés sur les Champs-Élysées. Enfin, c'était... C'est né comme ça. C'est né comme ça. Cette chanson a fait un boom, justement. C'est dans votre livre dont on va reparler dans quelques instants à travers une autre date, le 13 octobre 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Vladimir Cosma. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Vladimir Cosma, mes mémoires, vos mémoires, qui sont sortis du rêve à Reality chez Plomb. Reality, on en a parlé à cause de la boum, ou grâce à la boum qui a été un immense succès. Mais pourquoi avoir fait ce livre aujourd'hui ? Écoutez, j'ai fait ce livre aujourd'hui parce que je suis étonné. D'abord, parce que Plomb me l'a demandé depuis plusieurs années. Avec insistance, il revenait avec cette histoire de faire mes mémoires, qu'il est le moment, etc. Donc, vous savez, j'ai l'habitude de composer de la musique ou d'écrire quand on me le demande. Je suis un compositeur qui écrit à la demande. C'est rare que j'ai une idée qui parte de chez moi. C'est les gens de l'extérieur qui viennent, qui me commandent un opéra, qui me commandent une musique de film. Et là, il y avait cet éditeur qui me demandait absolument ce livre. Donc ça, c'était une des premières raisons. La deuxième, c'est que je suis effaré de voir tout ce qui se passe dans les journaux et tout ce qui se passe, comment on peut déformer et transformer l'histoire aujourd'hui, comment on peut raconter les choses mensongères et exactement le contraire de ce qu'elles sont en réalité. Et je me suis dit, il faudrait que au moins j'écrive un livre où, en ce qui me concerne et les films que j'ai faits et les choses où j'ai participé, j'apporte ma vérité à moi.
ce que j'ai. Et on se rend compte, Vladimir Cosma, du nombre de films que vous avez faits qui sont devenus des succès, à commencer par celui-ci. Rabbi Jacob, c'est vraiment une aventure incroyable, ça aussi. Et vous auriez pu très bien ne pas la vivre, Vladimir Cosma. Bien sûr, parce que c'était un film très très important. C'était le film de l'année qui venait. Et d'ailleurs, si j'ai fait, c'est un peu grâce à François Reichenbach, vous voyez, qui était un metteur en scène, qui était un grand spécialiste, connaisseur en musique, puisqu'il a fait des films sur Rubinstein, sur Menuhin, sur Ravel, sur Brahms. Il avait toujours sa caméra sur lui et il filmait tout. Oui, mais particulièrement la musique, et il aimait beaucoup ça. Et si vous voulez, j'ai fait la musique de son seul film de fiction, qui était La raison du plus fou, avec Raymond DeVos, premier film et dernier film de DeVos, et il avait beaucoup aimé ma musique. Et il m'a dit à la suite de ce film, tu sais, mon ami Gérard Houry est en train de préparer le film qui va être le plus grand succès de l'année prochaine. C'est un film énorme, avec un sujet fantastique, et avec Louis de Funès en vedette. Et je vais lui proposer toi pour la musique. Bah, j'écoute ça, j'ai dit, bon, d'accord. Alors, une semaine passe, rien ne se passe, 2 semaines, 3 semaines. Un jour, je le rencontre au Trocadéro, près de chez Carrette, le café, et il me dit, tu sais, Gérard Houry est en train de préparer, il me raconte la même histoire, il est en train de préparer le plus grand film de l'année prochaine, il raconte ça comme un disque qu'on passe. Je vais lui parler de toi parce que tu es le seul à pouvoir faire cette musique. Ben oui, ça... De nouveau, il m'appelle. Et ça dure comme ça, des rencontres de temps en temps, tous les 2-3 semaines, tous les mois, il me parlait de ça. Jusqu'au jour où, entre-temps, je fais la musique du Grand Blond avec une chaussure noire. Et là, à la première du Grand Blond, on me dit, il y a Gérard Houry qui est dans la salle, il est venu exprès pour écouter ta musique. Bon, j'attends la fin du film en me disant, il viendra me dire un mot, quelque chose. Rien du tout, pas un mot. 3 jours plus tard, je reçois un coup de téléphone de la production qui me disent, voilà, monsieur Gérard Houry aimerait vous rencontrer. Il tourne à Orly mercredi. Vous pouvez aller le voir et parler avec lui. Oui, d'accord, j'y cours. J'arrive. Et Houry qui me dit, écoutez, voilà, je suis en train de faire un film, le Rabbi Jacob, qui traite de beaucoup de problèmes juifs, etc. Et à la fin du film, il y a une danse qui est le clou du film, qui est la partie la plus importante. Et cette danse, il faut que la musique soit écrite avant pour que De Funès puisse la prendre et tourner avec ça. Et je suis en train de chercher le musicien qui pourra faire cette musique. Mais je voulais d'abord vous dire que on m'a parlé de vous, je suis venu voir le Rabbi Jacob, le Grand Blanc avec une chaussure noire, et j'ai pas du tout aimé la musique. Ah, c'est mal parti. J'ai dit, ben, vous n'avez pas aimé la musique, mais pourquoi vous m'appelez alors? Pourquoi je vous appelle parce que c'est François Reichenbach qui est mon ami. Moi, je suis pas connaisseur en musique, lui ici. Et il m'a dit que vous êtes un génie, que s'il n'y a que vous qui puissiez faire cette musique-là. Ben, j'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à cette musique? Il me dit, c'est une musique trop à gimmick, vous voyez, il y a une flûte de Pan, il y a du cymbalum, il y a des trucs qui sont... Moi, j'ai besoin d'une musique généreuse qui part du cœur. On est à New York, et il y a une multitude de gens. Il y a des Juifs, il y a des Noirs, il y a des Américains, et tous des Blancs, Je voudrais que la musique les réunisse tous et faire une musique qui s'exprime autrement. Pas une musique à gimmick qui cherche une trouvaille ou quelque chose comme ça. Bah, je lui ai dit, écoutez, peut-être je serais capable d'écrire autre chose qu'une musique pour flûte de Pan et cymbalum. Vous pouvez essayer. Il me dit, bon, d'accord, alors vous essayez. Je téléphone au studio. Je dis, voilà, je vais venir enregistrer une maquette pour qui? Pour Gérard Houry. Ah là là, il me dit, c'est pour le Rabbi Jacob. Mais il y a tout Paris, toute la journée, on fait que ça. On fait que des maquettes pour...
Ben, j'ai dit qui ça? Ben, Monsieur Delerue, c'est Glanzberg, c'est tous les compositeurs, Polnareff, tout ça, tous les compositeurs avec lesquels il a travaillé ou qui sont ses amis ou tout ça, ils essayent de faire la musique de cette danse comme bon, je savais que c'était un essai très peu probable, mais j'étais jeune, je me suis dit bon, j'y vais et donc j'ai fait cette musique. Genre qui n'était pas une vraie maquette, on avait les moyens à l'époque, c'était fait avec un orchestre comme il faut et des bons musiciens. On va au studio, on l'enregistre. Pendant tout l'enregistrement, il était avec son monteur, Jules Janson, et il discutait là-bas. Je ne savais pas ni s'il aime, ni s'il n'aime pas, aucun commentaire sur la musique. 2 jours après l'enregistrement, je reçois un coup de téléphone de la production qui me dit « Monsieur Cosma, vous avez été choisi pour faire la musique, vous pouvez venir signer votre contrat. » C'est comme ça que c'est né. Et alors, le plus étonnant, c'est que Louis de Funès est venu travailler chez vous pendant des jours et des jours, 1 mois, pour préparer chaque pas de cette danse de Rabbi Jacob. Voilà, c'est-à-dire que de Funès, en privé, n'était pas du tout celui qu'on s'imagine. C'est pas un plaisantin, c'est pas un rigolo, c'est pas du tout. Il était quelqu'un d'un sérieux total. Il venait 2 fois par semaine pour travailler la danse avec le chorégraphe, les pas comme un élève qui est en train d'apprendre techniquement la chose, au point que je me disais mais c'est pas drôle ça, qu'est-ce qui va se passer que 3 minutes, il faut que ça soit drôle et tout ça, alors que là c'était uniquement technique. Je n'ai découvert la génialité de Funès qu'au moment du tournage, rue des Rosiers, quand j'ai vu Ouri qui lance la scène, et il a fait une première prise qui était déjà époustouflante, où j'ai découvert des choses que j'avais jamais vues en répétition. C'est-à-dire qu'évidemment, il faisait les pas, il faisait tout ça, mais plein de trouvailles, de gimmicks, de choses que je n'ai découvert qu'à ce moment-là. Et puis, il a fait 5 prises, les unes plus époustouflantes l'une que l'autre. Et c'est comme ça que c'est né. Voilà. Alors, il se trouve aussi qu'il y a le cinéma, mais il ne faut pas oublier que vous avez écrit aussi des musiques pour la télévision, notamment celle-ci. J'ai reçu l'amour en héritage. Nana Mouskouri a chanté ces chansons et la télévision, l'amour en héritage, c'est vous, Château Vallon, c'est vous, beaucoup d'autres choses, le générique de Monsieur Cinéma, c'est vous. La télé, c'est autre chose. C'est autre chose, mais pour moi, c'est la même chose. C'est de la musique, la bonne musique, la chanson, tout ça. Je ne fais pas de musique de film. Je ne suis pas un compositeur de musique de film. Je ne suis pas enchanté quand on me parle comme étant un musicien de cinéma ou de film. Parce que on n'appelle pas Ravel un compositeur de musique de ballet, ou Stravinsky ou Bach, on ne dit pas c'est un compositeur d'église, parce qu'il a écrit des oratorios ou des cantates. Mais les compositeurs écrivent la musique de leur temps, et ce qu'on leur demande. Si on demande de la musique, de faire des chansons pour la boum, je fais des chansons, mais c'est pas de la musique de film. En même temps, c'est du travail, c'est des nuits blanches, parce que vous avez... C'est un travail pour le cinéma, oui, et qui naît grâce au cinéma. Mais c'est pas de la musique spécifique de film. J'ai été toujours opposé à la musique descriptive, la musique qui raconte une scène telle qu'il se passe dans la scène. Vous allez remarquer que mes musiques de film ne sont jamais descriptives. C'est pas parce que j'écris la musique du Grand Blond que la musique est dramatique, ou la musique de la boum, c'est autre chose qu'une chanson. Et surtout, vous avez un secret, ce sont des cahiers depuis vos jeunes années où vous écrivez sans cesse des débuts de musique, Vladimir Cosma. Oui, je suis parti de Roumanie, en fait, avec mon violon et 2 gros cahiers cartonnés de musique où je marque toujours mes motifs, toujours, parce qu'un professeur m'a donné comme apprentissage, quand j'avais peut-être 12 ans, 11 ans, quand j'ai commencé à composer de la musique, il m'a dit « N'écris pas ces musiques sur des petites feuilles de papier comme ça, tu vas les perdre, fabrique-toi des gros cahiers cartonnés de musique, et chaque fois que tu as quelque chose qui passe par ta tête et qui t'intéresse, marque-le là-bas, ça va te poursuivre toute ta vie. » Et effectivement, vous savez, il y a des idées qui naissent dans la première jeunesse
où il y a une fraîcheur de création qui est très difficile à retrouver plus tard, puisque vous êtes imbibé de musique, plus vous vieillissez, plus vous connaissez, vous devenez un grand connaisseur de musique, mais la fraîcheur de 3 notes, si on prend Beethoven, pam, 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 bon, c'est pas génial ça. Mais il y a quelque chose qu'on ne trouve pas, c'est illogique, quoi. C'est pas... Ce qui est étonnant avec vous, Vladimir Cosma, c'est que vous faites des musiques depuis beaucoup plus de 60 ans et vous avez toujours la fraîcheur intacte du débutant. Ça, c'était le plus beau compliment. Merci, monsieur Messi, vous êtes très gentil avec moi. Mais c'est vrai. Oui. Vous avez toujours la passion de la musique. Vous auriez pu prendre votre retraite, vivre tranquillement. C'est le contraire. C'est comme ça, si vous voulez. Et pourquoi ? Mais parce que c'est ma vie, quoi. C'est qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie autrement que de la musique et travailler pour la musique. Je n'ai fait que ça. Et ma vie est maintenant en très très grande partie passée. Et on me demandait qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie, quel est ton plaisir, etc. Mon plaisir, c'est de faire de la musique. Et notre plaisir, ce sera de lire ce livre, Mes mémoires, du rêve à réalité chez Plon. En 500 pages, vous racontez beaucoup de choses. On aurait pu faire 5-6 émissions avec vous sans problème. Continuez ainsi, Vladimir Cosma, parce que vous avez encore beaucoup de choses à composer. Et comme je le disais au début, vous êtes toujours dans la note. Écoutez, merci Jacques. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.